Je suis venu dans le cadre des consultations pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Sur la situation et voir dans quelle mesure lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses pour répondre à ses propres préoccupations. Reçu en aparté, le cardinal Fridolin Ambongo a quant à lui décrit la situation de la population qu'il juge dramatique et attend ainsi un changement réel à l'issue de ces assises. Je suis venu dans le cadre des consultations pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire de tout le fruit de cette consultation, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements? Nous laissons ça à la discrétion du chef de l'État. Comme de nombreuses autres délégations, la SYNCO a remis au chef de l'État son mémo dont le contenu n'a malheureusement pas été révélé à la presse. Après les évêques congolais, c'était le tour de Dr Denis Mukwege, le célèbre gynécologue de l'hôpital de Pandi dans le Sud Kivu et prix Nobel de la paix, était lui aussi auprès du chef de l'État pour des consultations. C'est lui qu'on appelle le réparateur de femmes. Lui plaide pour la fin de l'impunité et les réformes en profondeur. Arrivé fraîchement à Kinshasa les dimanches derniers, le prix Nobel de la paix 2018 a été reçu ce lundi au Palais de la Nation par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de consultations nationales, assises qui entrent dans leur deuxième semaine. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées contre les femmes en RDC, a dans un entretien de plus d'une heure avec le chef de l'État donner son point de vue sur la situation politique de l'heure. Sa première recette, c'est la rupture avec le passé et l'instauration d'une justice transitionnelle. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. Et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Donc il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura bien sûr des mécanismes de poursuite et de jugements internationaux, mais également nationaux.
Denis Mukwege a également plaidé auprès du chef de l'État en faveur de réformes institutionnelles qu'il souhaite profondes, courageuses et ambitieuses. Et s'agissant de l'avenir de la coalition FCC cache au pouvoir, le gynécologue a un remède. Je pense que la coalition ne doit pas être en fait une espèce d'oasis où se cachent les criminels. Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. Si vous êtes dans la coalition et que vous aviez commis des crimes, vous devez répondre de vos crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes. Au moins ça, nous avons une certitude. Prix Sakharov en 2014, Denis Mukwege vit les horreurs du Grand Kivu de son intérieur. Avec lui, c'est le médecin qui parle, mais aussi les citoyens qui s'expriment. L'eau et l'électricité manquent cruellement dans plusieurs ménages à travers le pays. Situation générale. La question récurrente était au cœur de la rencontre que le Premier ministre a eue avec les responsables de la Société nationale de l'électricité et celui de la Régie des eaux. Le Premier ministre a promis de s'investir pour que cette situation soit décantée d'ici un mois, donc d'ici la fin de cette année. Françoise Bouela y reviendra au cours de nos éditions ultérieures. En rapport justement avec ce problème d'eau et d'électricité, demain, mardi, le ministre des Ressources hydrauliques sera à l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne des députés nationaux sur ce problème criant d'eau et d'électricité. À l'Assemblée nationale, justement, après examen et vote, la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap vient d'être déclarée recevable. Cette proposition de loi, initiée par Mme Eve Bazaïba, est renvoyée au Sénat pour une seconde lecture. Près de 10 millions de Congolais, hommes et femmes vivant avec handicap, sont en passe d'avoir une loi pour leur épanouissement. C'est une proposition de loi du député national Eve Bazaïba qui est arrivée à maturation à l'Assemblée nationale. Sur 301 députés qui ont pris part au vote, 301 députés ont voté oui, aucun député n'a voté non, aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte, en séance subséquente, la proposition de loi organique initiée par notre collègue Eve Bazaïba portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Elle sera transmise au Sénat pour examen en seconde lecture. Et une fois de plus, nous remercions tous les participants qui sont intervenus, en tout cas pour ce processus législatif, puisque c'est une loi importante. On l'a dit, il s'agit de plus de 10 millions d'handicapés qui sont concernés par cette loi. Avant la suspension de la séance plénière, 3 motions ont été lues par les députés Louméa Doumalegui, Didier Manara, Adrien Poba et Papi Niangou. Si la première motion fustigeait la démarche entreprise par le député national Fabrice Puela qui réclame la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, les 3 dernières ont clairement condamné les pratiques de corruption visant la destitution du bureau de la Chambre basse du Parlement. Rappelons au passage que le député national Papi Niangou a suggéré que la commission des sages se saisisse de cette question des allégations de corruption. Quelques compatriotes ont fui l'insécurité grandissante à Yumbi et se sont réfugiés au Congo voisin. Un convoi humanitaire venant de Kinshasa a été acheminé sur place pour aider ces réfugiés congolais. Edith Chala pour le reportage. Aller partout où la population a besoin d'une assistance, tel est l'objectif de la caravane humanitaire initiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo et conduite par le ministre des Actions humanitaires, Steve Mbikai. Après l'Ituri, la Tchopo et le Nord Kivu, la caravane s'est rendue dans la localité de Bouemba au Congo-Brazzaville pour assister les Congolais qui y sont réfugiés, avec comme particularité la présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé, pour conduire la mission. Dès que le Premier ministre a appris qu'il y avait cette situation qui est arrivée à nos compatriotes réfugiés au Congo-Brazzaville, il nous a réunis à réunion d'urgence et nous a confié la mission de venir ici au Congo-Brazzaville pour assister nos compatriotes avec les vies de nos vivres. Et comme vous avez suivi, nous avons amené des quantités suffisantes de nourriture, de matelas, des autres, n'est-ce pas, donc objets nécessaires pour nos compatriotes et pour chaque ménage. Un accueil chaleureux a été réservé à ceux qui étaient accompagnés à Bouemba
de la République ont été écroulés et emportés avant d'échanger avec la population. Premier à prendre la parole, Gilbert Kankoundé, qui a transmis les salutations et compassions du président de la République avant de donner la parole au ministre des Actions humanitaires, qui a expliqué les objectifs de cette mission. Satisfait de ce geste, la population a eu des mots justes pour saluer cet acte du gouvernement de la République. Comme la plupart des routes nationales, celle reliant Kisangani à Bouta dans l'ex-province orientale mérite d'être remise en état pour booster l'économie de cette partie de la République. Le patron du FONER, le Fonds national d'entretien routier, a inspecté avec les partenaires techniques. Voici le calvaire dont fait face les usagers de la nationale numéro 4 dans la province de la Chopo. Les routes sont impraticables dans cette plus vaste province issue du démembrement. Sur place, l'office de route est à pied d'œuvre. Après les lancements des travaux financés par le FONER, le directeur général intérimaire de cette structure du ministère des ITP, Georgine Sénéman-Itoulia, veut se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes en train de faire la tournée de toutes les provinces à travers la RDC pour inspecter, suivre et évaluer les travaux exécutés par les agences routières et financés par le FONER. Le FONER avait déjà décaissé, cela fait la semaine passée, il y a 2 semaines, 1 420 000 pour soulager la R24. L'inspection du numéro 1 du FONER à quelques jours du lancement des travaux d'entretien est une motivation pour le vice-gouverneur. Nous avons également saisi de l'opportunité pour saluer à juste titre le dernier financement du FONER pour la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Kisangani. Et nous pensons que cela, c'est vraiment un appui substantiel pour l'exécution du programme du gouvernement provincial. De la route Kanketele à la nationale numéro 4 PK 173, en passant par le rond-point Bamanissa, la délégation a rencontré des bourbiers qui font partie du quotidien pénible de la population. Cette descente est une aubaine pour la population qui n'a pas hésité de s'exprimer dans ce sens. Après l'aperçu global de ce que devraient être les travaux exécutés par les agences routières, Séléman Itoulia a quitté la province de la Chopo pour le Bazuélé. Dans le même registre, le pont Chikapa qui s'est effondré du fait de la vétusté sera bientôt remis en état. Des études de faisabilité sont en cours au niveau de l'Office des routes. Mais en attendant la remise en état de ce pont, construit depuis l'époque coloniale, un bac va assurer la traversée entre les deux rives du Kasaï, Blaise Boko Kiasanza. Aussitôt arrivé à Chikapa, le directeur général adjoint de l'Office des routes est allé présenter les civilités au gouverneur du Kasaï. Les deux personnalités ont saisi l'occasion pour parler du pont Kasaï qui s'est effondré à cause d'un véhicule surchargé qui n'a pas respecté le nombre de tonnages. Une situation on ne peut plus préoccupante qui a permis au chef de l'exécutif provincial Dieudonné Piémé et à l'ingénieur Floribert Moutouti de descendre sur les lieux du drame pour se rendre compte des dégâts causés par l'effondrement de ce pont dont la construction date de 1949. Et en état de vétusté certes, mais le pont Kasaï jeté sur la rivière qui porte le même nom crée aujourd'hui une psychose dont les chefs de la population des deux rives et pour la traverser, elle utilise la pirogue avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. En attendant la réhabilitation de ce pont dont les éléments doivent venir de Bouta, chef-lieu de la province du Bazuélé, la solution palliative, c'est bien de mettre un bac en service afin d'éviter le pire. Déjà, on a pris contact avec la société matière pour qu'ils nous mettent que le fils récupère là un bac de 50 tonnes qui se trouvera à Kisangani, qu'il va falloir ramener à Kinshasa et puis le dépasser jusqu'ici. Mais en attendant, nous avons un bac de 15 tonnes. On est en train de reconditionner les moteurs et les accessoires pour qu'ils soient ramenés à... Parce que le bac lui-même est déjà ici dans le Kasaï, mais il faudra que les moteurs qui sont de l'être construits à Kinshasa soient acheminés ici pour que les bacs assurent le trafic au niveau de Chikapa avant que les grands bacs arrivent, avant aussi que
les nouveaux tabliers soient placés sur ceci. Le chef de l'exécutif provincial a salué la promptitude avec laquelle les autorités de Kinshasa ont réagi pour ainsi répondre aux cris d'alarme lancés par la population de Tshikapa, car ce pont crée une véritable interconnexion entre plusieurs provinces dans cette partie du territoire national. Après Ebola qui a occasionné des pertes en vies humaines, une autre épidémie, celle-là, ravage les bêtes dans le Kwilu et le Kwango. Le ministère de la Pêche et l'Élevage s'est lancé dans la riposte contre cette nouvelle épidémie qui décime les bêtes dans le Grand Bandundu. Cédric Kenina. 70% des bovins décimés dans le Kwilu et le Kwango, la pasteurolose bovine à la base a porté un coup dur au secteur de l'élevage de ces deux provinces. Pour amortir les chocs, les ministres de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialoussou-Kawata, en première ligne, organisent la riposte. À Kenge dans le Kwango, experts et acteurs de la territoriale se sont réunis pour planifier une campagne de vaccination pour sauver ce qui reste et mettre fin à cette épidémie. Plus de 70% des bovines de notre province ont été décimées. Et avec l'effort du gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et du chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, un financement a été sorti par le gouvernement qui nous amène à lancer la campagne de vaccination. Son attachement à son Kwango natal n'est plus à démontrer suite aux images indécentes qui ont circulé sur la toile de la morgue de Kenge. Jonathan Bialoussou-Kawata, touché et blessé par cette caricature qui, hélas, est une évidence, est passé à l'acte. La pose de la première pierre pour la construction de celle-ci annonce les débuts imminents des travaux sur place. J'ai été interpellé en tant que fils du coin de ce que j'ai vu et je me suis dit le peu que j'ai, je peux aussi le partager d'une autre manière avec les miens. C'est de vouloir construire une morgue qui répond aux normes nationales. Les gestes confirment le leadership de ces dignes fils de Kwango, toujours prêts à agir pour les biens de sa communauté. Retour à Kinshasa où le porte-parole du gouvernement poursuit sa croisade contre la pandémie de Covid-19. Ce dimanche, Jolino Makelele était en face des fidèles kimbanguistes. En perspective de préparatifs du centenaire du kimbanguisme prévu au mois d'avril 2021 à Kamba, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwampovesa Makelele a répondu présent à l'invitation de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, père spirituel de l'église kimbanguiste. Il a assisté à la messe de ce dimanche 8 novembre 2020 au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa. L'occasion faisant les larrons, le porte-parole du gouvernement en a profité pour sensibiliser le fidèle kimbanguiste au respect des gestes barrières afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Un lot important de lave-mains, savon liquide, gel hydroalcoolique et masques a été offert à la même occasion. J'ai tenu ici à revenir sur la Covid-19 pour laquelle je suis allé sensibiliser un Kamba et je vous l'ai dit la fois passée. Au départ, l'église kimbanguiste était rétive à recevoir ce message-là et le déclic est venu de lui-même, Papa Simon Kiangani, qui a autorisé que je prêche et que les membres de la communauté kimbanguiste